Ça y est, c'est fini? C'est terminé, avec plaisir, oui. Voilà. Pourtant, vous n'avez pas encore le droit officiellement de porter le titre de l'auteur. Comment ça se fait? Alors, c'est une petite subtilité universitaire. Lorsqu'on soutient, après avoir écrit une thèse en doctorat, on est docteur nommé, désigné, mais pour pouvoir porter le titre de manière officielle, il faut que la thèse soit publiée, c'est-à-dire faire un livre avec la thèse. Cela dit, le titre n'importe pas vraiment, en tout cas dans mon cas. Bon, alors ce sera pour bientôt. Ce sera pour bientôt, puisque ce travail d'édition, c'est-à-dire de publication de la thèse sous forme d'un livre, demande plus ou moins de travail, suivant les corrections effectuées. Et dans mon cas, j'ai eu la chance de ne pas avoir trop de corrections, ce qui fait qu'on peut espérer qu'en une année, le travail soit accompli. Ah, quand même, encore un an. Oui, c'est long parce qu'il y a des allers-retours entre l'auteur et la maison d'édition. Il y a des relectures. Suivant les maisons d'édition, il y a des normes à respecter et c'est toujours un peu long. Voilà. Ouais. Bon, quel était le sujet? Alors, le sujet de la thèse, c'était un travail sur les préfaces eucharistiques, ces belles prières qu'on entend toujours à la messe au début de la prière eucharistique, et donc précisément sur les préfaces. Et je me suis attaché à un recueil ancien, puisqu'il est de l'époque carolingienne, c'est-à-dire sous Charlemagne, 9e siècle, un recueil de 221 préfaces de la messe, dont certaines sont encore employées aujourd'hui, ce qui fait que mon sujet avait au moins en partie un certain intérêt pour notre période actuelle. Et précisément, je me suis attaché à découvrir qui était l'auteur de ce recueil. Voilà pour le sujet. Mais c'était pas le sujet du départ, il y a une petite variante là. Oui. J'étais à la soutenance, alors j'ai su. Exactement. Il arrive très fréquemment que quand on commence une thèse de doctorat, on choisisse un sujet, un thème en fonction de ce qui nous plaît ou de nos capacités ou du directeur de recherche ou des conditions de travail. Et donc je m'étais engagé tout d'abord avec effectivement un autre sujet, toujours en lien avec ces préfaces eucharistiques du temps de Charlemagne, mais la question de départ était non pas de savoir qui en était l'auteur, mais en quoi ces préfaces expliquaient que sur Terre nous avions un avant-goût du ciel. Voilà, cette petite phrase-là, le fait que la liturgie terrestre nous fait participer à la liturgie céleste par avant-goût, c'est une phrase du Concile Vatican II. On est dans la Constitution sur la liturgie, c'est Sacrosanctum Concilium 8, et dans cet article du Concile, eh bien, il nous est dit effectivement que en participant à la liturgie terrestre, eh bien, nous participons par avant-goût à la liturgie céleste. Et je voulais découvrir comment les préfaces introduisaient déjà, alors qu'on est sous Charlemagne, donc bien avant le Concile Vatican II, comment déjà les préfaces avaient pressenti cette intuition assez géniale. Et j'ai dû changer de sujet parce que je l'ai bien voulu. Parce que même si ce sujet était intéressant, il le reste d'ailleurs, je n'ai pas tout à fait abandonné, puisque je peux toujours travailler, pour moi en tout cas, ce thème-là. À force de travailler mes préfaces, j'ai découvert que l'auteur qui était censé les avoir écrites présentait une autre théologie, un autre style que celui qui me paraissait être réellement l'auteur. C'est-à-dire qu'en fait, la fréquentation des préfaces, je les ai traduites, je les connais pas par cœur, il y en a 221, m'ont fait petit à petit découvrir que Benoît Damian, l'auteur présumé, ne pouvait pas les avoir écrites parce qu'elles ne correspondaient pas à son style, à sa théologie. Et j'ai changé de sujet en me disant, en accord avec mes directeurs, que de découvrir qui les avait écrites était plus pertinent à la fois pour l'histoire et pour la liturgie, était plus pertinent que ce travail sur ce qu'on appelle l'eschatologie, un terme compliqué pour parler des fins dernières et donc de cet avant-goût. Donc j'ai changé de sujet, je ne le regrette pas. Et donc le sujet lui-même peut être abordé encore par un autre doctorant? Oui, c'est exactement. Ouais. On peut très bien réutiliser les premières pistes que j'ai faites, puisque j'ai quand même travaillé 2 ans sur ce premier sujet.
Alors c'est vrai que c'est un renoncement, puisqu'il a fallu, quand on dévie, on change de route. Je suis pas revenu sur mes pas, mais j'ai quand même bien modifié ma route. Alors c'est un peu frustrant, puisque il faut accepter de jeter 200-300 pages qui finalement apparemment ne serviront pas, en tout cas pas à la thèse. Mais à notre précédent entretien, vous disiez que pour un doctorat en particulier, il ne s'agit pas de reproduire quelque chose, de faire une collation des documents, mais d'inventer quelque chose, de trouver quelque chose de nouveau. Oui. C'est ce qui s'est passé. Oui, dans tous les cas, une thèse en doctorat est principalement axée sur la recherche. C'est-à-dire qu'il faut produire quelque chose de nouveau, soit une théorie, ou soit découvrir un aspect inconnu, ou corriger quelque chose qui était jusque-là admis. Donc c'est mon cas, puisque l'auteur des préfaces, jusque-là, était identifié comme étant saint Benoît d'Aniane, un brave moine donc, de l'époque carolingienne. Et mon travail a mis au jour qu'en fait, le véritable auteur des préfaces eucharistiques était Théodulphe d'Orléans, qui, comme son nom l'indique, était l'évêque d'Orléans à l'époque. D'accord. Qu'est-ce qui va en sortir de cela pour votre ministère ? Alors, ce qui va en sortir, c'est un peu de repos, pour ma part, puisque il faut quand même reconnaître qu'il y a une exigence. Hein. C'est beaucoup de travail. Bon, sans blague, ce qui va en sortir, on peut voir ça donc, sous deux aspects. Effectivement, du côté de mon ministère, puis du côté de la suite pour les sciences liturgiques. Je ne vais pas m'attarder sur les sciences liturgiques. Bon, le fait de découvrir quand même un auteur à ses préfaces va modifier plusieurs points dans les sciences liturgiques. Je ne vais pas trop creuser, mais comme elles ont une descendance, elles ont été reprises par la suite, ces préfaces, il était important de savoir qui les avait écrites. Et quand on attribue un corpus, c'est-à-dire un ensemble de textes à un auteur plutôt qu'à un autre, eh bien, il faut aussi s'interroger sur ce que l'auteur a aussi écrit d'autre, puisque ça permet de créer de nouvelles dépendances, de comparer les textes, et il y aura peut-être d'autres textes attribués à Benoît d'Aniane qu'on va réattribuer aussi à Théodulphe. Et ça intéresse à la fois les liturgistes et les historiens. Ça, c'est pour la suite du côté scientifique. Pour moi, alors la question elle est compliquée. Tout d'abord, quand on rédige une thèse, on est obligé de lire beaucoup, d'écrire, de synthétiser, d'analyser. Alors, sur tous ces points-là, j'espère avoir progressé. C'est-à-dire que je crois que je lis plus vite, par exemple, un ouvrage. Je suis aussi plus en mesure de synthétiser une idée. Ça, c'était pas mon point fort, à vrai dire. J'ai plutôt un esprit analytique, c'est-à-dire que j'aime bien m'attacher à un point, le décortiquer, le travailler, creuser, voir les détails. Un peu trop parfois, d'ailleurs, puisque ça prend parfois trop de temps, on n'a pas besoin toujours d'être très précis. Mais avoir une idée d'ensemble, c'est-à-dire faire une synthèse, c'était pas mon fort. Et grâce à ce travail, ben, j'espère avoir un peu comblé, au moins partiellement, cette lacune. Et puis, plus concrètement, comme les préfaces sont écrites en latin et que je les ai traduites, eh bien mon latin est un peu meilleur, parce que j'ai beaucoup travaillé aussi ça. On va peut-être me dire que dans la pastorale ordinaire, le latin n'est pas utile. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, quand on fait des formations en liturgie, on s'aperçoit vite que la liturgie, même en employant un vocabulaire vernaculaire, c'est-à-dire la langue du pays, en l'occurrence le français, est basée sur le latin. Il y a beaucoup de choses qu'on comprend, des mots actuels qu'on comprend grâce aux racines latines. Mais ça, un élève de 3e, de collège, s'en aperçoit assez vite. Et je suis un des promoteurs de l'étude du latin parce que ça, au-delà de la théologie et de l'Église, ça a vraiment un grand intérêt. Donc, ça m'a aidé à mieux lire, à mieux synthétiser. Je suis en train justement de synthétiser ce que je dis, oui, je fais des efforts. Ça m'a fait progresser en latin, et puis surtout, ça m'a fait découvrir la beauté et la richesse de ces textes. Donc, c'est intéressant surtout puisque quelques-unes servent aujourd'hui. Oui, donc sur les 221 préfaces, quand même une quarantaine sont reprises aujourd'hui. C'est pas négligeable. Hein. Donc, certaines préfaces ont été reprises telles quelles. Voilà. Exactement comme Théodulphe les avait écrites, et d'autres ont été retouchées.
c'est aussi très intéressant de voir les retouches. Alors, une grande partie de ma thèse s'attache à découvrir quelles ont été les retouches. Pourquoi, au cours des siècles, eh bien, on a changé. Et croire que la liturgie est figée, c'est vraiment ne pas connaître l'histoire de la liturgie, parce qu'on s'aperçoit très vite que les textes évoluent, que l'Église fait des choix en fonction du contexte, en fonction de ceux qui les récitent, de ceux qui prient. Ce sont des prières, et une prière, c'est adressée à Dieu, il faut qu'elle sonne juste, et pour sonner juste, il faut qu'elle soit vraie, et donc adaptée au temps, à ceux qui prient. Voilà. Pendant la soutenance, j'ai remarqué, puis tout le monde a remarqué, l'aisance avec laquelle vous parliez en public, alors que l'un des membres du jury a parlé d'enquête policière. Oui, oui. Alors la soutenance, donc, c'est l'exercice qui consiste à présenter notre travail. Hein, c'est un exercice compliqué parce qu'en 2-3 heures se joue en fait la thèse. Il y a une assez grande pression et la soutenance se passe en 2 temps principaux. Le doctorant, c'est celui qui prépare le doctorat, présente ses travaux et ensuite il est soumis à des questions auxquelles il répond du mieux qu'il peut. Pour ma part, attendu que je connaissais un peu les membres du jury et je les connais pour avoir un certain humour, je me suis permis de prendre un petit risque parce que l'exercice est très, très défini au niveau académique. On sort rarement des clous, il n'y a pas trop de jeux de mots, il n'y a pas de blagues, mais je me suis quand même permis cette petite fantaisie de présenter mon travail comme une enquête policière. Je crois même avoir employé les mots dans le texte que j'ai énoncé. C'est-à-dire qu'en fait, puisque je cherchais à savoir qui était l'auteur de ces préfaces, j'ai pu présenter mon travail comme l'inspecteur Colombo qui récolte, ou plutôt comme les experts à Miami, parce que c'est plus contemporain, mais surtout il s'attache à découvrir des traces d'ADN. C'est ce que j'ai fait en fait. Je suis allé voir l'ADN du texte, les traces, pour ensuite comparer et identifier. Donc ça a permis au jury de suivre mon texte jusqu'au bout et de s'intéresser un peu par ce biais un peu humoristique de l'enquête policière. En tout cas, félicitations parce que vous avez eu les annotations les meilleures. Oui, enfin voilà. Quand on soutient une thèse, on a, sauf quand la thèse est refusée, ce qui arrive très rarement parce que les directeurs de thèse ne laissent pas un étudiant présenter une thèse qui serait défaillante. Ça serait vraiment, ce serait pas vraiment pas chouette de leur part. Donc, quand on soutient une thèse, on décroche généralement une mention d'office. Voilà. Je parle en tout cas pour la théologie. Les thèses en théologie, on a une mention et puis on essaie d'attraper la mention la plus élevée. Voilà. Bon, tout cela, ça a un coût financier. Oui. Alors qui paye? Alors, je ne dis pas combien parce que mais moi je peux effrayer. Non, c'est pas si effrayant que ça. Il y a plusieurs frais. Il y a les frais liés à l'inscription à l'université. Oui. Alors comme on fait des travaux de recherche, on ne suit pas de cours. Il n'y a pas de cours. Oui. Donc déjà, ça réduit drôlement le coût des études. Cependant, on a quand même 2 directeurs, puisque j'ai fait une thèse qui était à la fois pour Paris, l'Institut catholique, et pour Fribourg, et ils sont avec nous, ils nous soutiennent. Donc ça a quand même un coût. Alors l'inscription, elle était de 100 francs, puisque je payais en Suisse, 100 francs par semestre. Voilà, ce qui reste quand même raisonnable, vu la qualité de l'accompagnement que j'ai pu bénéficier, et puis vu l'accès aux bibliothèques, parce qu'on a des grandes bibliothèques à Fribourg, donc ça c'est pas trop. Ensuite, en mon cas, il y avait les trajets entre la paroisse et l'université, et puis de temps en temps à Paris, et puis enfin des frais d'hébergement, puisque une partie de ma thèse, je l'ai passée sur place, pour pouvoir vraiment avoir des grands temps de travail. Et donc, heureusement pour moi, les frais ont été intégralement pris par le diocèse, parce que c'est le diocèse qui m'envoyait en mission.
une mission un peu particulière, une mission d'études, mais je ne suis pas le seul. Là, en septembre, il y a un prêtre qui va partir aussi en mission à Paris, en mission d'études. Et donc, on a la chance dans notre diocèse eh bien, de pouvoir bénéficier de ces financements. Et puis, j'ai aussi eu plusieurs bourses, des bourses suisses pour m'acheter un ordinateur, aussi pour certains déplacements. Donc, ça a pu alléger. Voilà. Et puis, il reste l'impression du livre. Alors le livre, alors ça surprend beaucoup de personnes. Moi-même j'ai été surpris. Je croyais que quand on publie un livre, une thèse doit être publiée, eh bien que on recevait, je sais pas, 3, 4, 5 euros par livre vendu. Oui. Un livre en théologie, ça peut coûter minimum 15-20 euros jusqu'à 60-70 euros, parce qu'il y en a qui sont épais, puis... Enfin bon, c'est des considérations qui nous dépassent un peu. Mais au contraire, en fait, on ne touche rien et on doit payer pour être édité. En fait, ça s'explique. À compte d'auteur. Alors, c'est pas à compte d'auteur. Si je voulais être à compte d'auteur, effectivement, il faut payer tout de A à Z et puis voilà. Mais ce qu'on cherche à faire, et c'est obligatoire pour une thèse, ordinairement en tout cas, c'est qu'il faut trouver une maison d'édition la plus sérieuse possible. À la fois pour faire connaître la thèse, la maison d'édition assurera la diffusion dans les librairies ou sur Internet, et puis aussi pour la renommer. Quand on publie, je ne vais pas citer de maison, mais je pourrais, enfin, au Cerf, ou dans une grande maison d'édition en Allemagne, eh bien ça a beaucoup plus ça donne du poids à l'écrit, plutôt que si c'est un petit éditeur local ou à compte d'auteur. Et ce qui coûte cher, eh bien c'est ce travail d'édition. L'édition, qu'est-ce que c'est? C'est la mise en page, des notes, la typographie, la structure du livre, son impression et sa diffusion. Et selon les maisons d'édition, ben, le docteur qui veut publier sa thèse peut payer entre 3 4 000 et 10 000 francs. Je parle en francs parce que c'est des francs suisses, mais c'est l'équivalent en euros. Alors, peut-être je vais réussir à décrocher une bourse, là encore, pour payer la thèse. Il n'y a pas de mécène par là qui traîne. Il n'y a pas de mécène, mais je sais que je peux compter aussi sur plusieurs moyens de financement qui seront, pour l'instant, je ne peux pas dire encore. Et puis, je ne connais pas encore les frais, puisque je vais... le montant, puisque je viens de finir. Bon, alors... Quand ce livre sera édité, vous me ferez signe, j'en achèterai un, parce que le point de vue théologique m'intéresse beaucoup. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup.